J'ai d'abord appris que Michel Saragossa avait été arrêté, qui était un voyou du gang des Lyonnais. Donc j'appelle Michel Néret sur son portable, je dis « Michel, qu'est-ce qui se passe ? L'autre Michel vient d'être arrêté ». Évidemment, répondeur direct. Et une demi-heure après, j'apprends que Michel Néret a aussi été arrêté. Je décide de m'opposer à une certaine presse qui fait abstraction totale de la présomption d'innocence. Un beau mec, c'est un playboy, c'est un flic atypique qui s'habille avec des beaux costards, qui a une Rolex, qui a un tombeur, qui fréquente les nuits lyonnaises. Donc j'ai vu cette espèce de machine contre Michel Néret, que moi je connais intimement, qui est un type bien, qui est un flic évidemment qui a ses méthodes, qui peuvent être condamnables, qui peuvent être répressibles, amoral, mais en tout cas qu'il a fait ça, comme ce métier, comme on lui a toujours appris. C'est-à-dire moi, quand je suis rentré en 80 chez les flics, on travaillait comme ça. Lucien Aimé-Blanc, dans le premier chapitre de son livre, il est en planque devant un hôtel particulier à Neuilly, et des mecs sont en train de vider l'hôtel particulier dans des camions. Donc ils cambriolent l'hôtel particulier entièrement. Meubles, tableaux, sculptures, ils vident tout. Et il y a une patrouille de police qui arrive, et Lucien Aimé-Blanc, il est avec ses mecs, il prévient les voyous intérêts. Attention les gars, éteignez tout, hop, hop, plus personne ne bouge. La patrouille passe, et on comprend qu'ils couvrent les mecs, qui sont en train de vider l'hôtel particulier sous surveillance des flics, parce que le mec qui fait ça lui a balancé l'adresse où est Mesrine. Michel, c'est-à-dire c'est un mec à qui, pendant 25 ans, on a accepté qu'il travaille comme ça, jusqu'au dimanche, et le lundi matin, on lui a dit « prison ». Monte vers l'avant. Police, ouvrez! Remonte! C'est quoi ce cirque? L'affaire Néret, il ne faut pas oublier qu'elle sort en même temps que l'affaire Bettencourt. C'est-à-dire au moment de l'affaire Bettencourt, on sort Néret, on met le chimpanzé en vitrine et on vous fait oublier tout le reste du zoo, quoi. Il faut savoir que dans l'affaire Néret, j'ai vraiment flippé, parce que j'avais des mecs en bas de chez moi en planque, j'avais un mec au cul, je les repérais parce que c'est des tels blaireaux en plus, hein, avec leur Stan Smith blanche et leurs faux écouteurs de portable, tu sais, où le mec il est là, je les ai reniflés tout de suite. Et des mecs de Lyon qui m'ont dit « Olive, ferme ta gueule, ils vont te la mettre, quoi ». Ça veut dire que moi, ils ouvrent ma voiture, ils me mettent un kilo de coke dans le coffre de la bagnole, et on va lui faire fermer sa gueule à l'autre. Michel est sorti de prison, on s'est revu, et entre-temps, Christophe Gava, donc, qui était son bras droit, qui était le patron de l'anti-gang de Grenoble, est tombé, a fait 96 heures de garde à vue, parce que juste, il était sur écoute et qu'il a dit oui à Michel qui lui avait demandé de détourner un petit peu de scellé pour pouvoir rétribuer les indices. Ce qui s'est fait depuis la nuit des temps dans la police. Donc Christophe a dit oui, après il ne l'a pas fait, sauf que ça sort sur écoute. Et Christophe, je l'ai eu en larmes au téléphone, il m'a dit ils m'ont tout pris. Voilà, Olive, ils m'ont fouillé, ils m'ont humilié, ils sont venus me chercher comme un vulgaire voyou. J'ai rien fait. Michel est un grand flic, et il avait ses méthodes, tout le monde le savait. Je vous la fais courte. Il dit voilà, moi je crois plus en rien. Le mec était au fond. Voilà, il me dit j'ai plus d'appart, j'ai plus rien, j'ai plus de salaire. Et donc, à l'époque, je suis en tournée avec Bruno Volkovitch sur une pièce de théâtre. Et je dis à Christophe, viens avec nous, ça va te changer les idées, et surtout, écris ton histoire. Voilà, ça va t'aider. Comme disait Camus, l'écriture, c'est de mettre en ordre ses obsessions. Donc je dis, voilà, mets tout ça sur papier, et ça, déjà, ça va t'aider à supporter ce que tu vis. Le texte qu'on a joué, c'est celui qui a été écrit. C'est très rare de rien modifier au texte qu'on joue. Là, non. Et là, non seulement on n'a pas modifié, mais Olivier, contrairement aux autres scénaristes, nous a demandé de modifier si on le voulait. Dites-moi tout ce que vous te rappelez à la lecture. Oui. Ouais, j'écris de façon un peu empoulée, s'il y a des trucs que vous trouvez. En plus, il est vraiment d'une modestie en tant que scénariste, alors qu'il y a une vraie langue. Quand on détaille le texte, les mots sont extrêmement choisis. Surtout, alors, dans ce personnage-là que j'interprète là, c'était encore plus que d'habitude, puisque c'est un langage même procédurier. Donc c'est absolument injouable, on ne peut pas parler comme ça dans la vie, c'est impossible.
Et donc effectivement, il y a, comme disait Bruno, il y a une tonalité Marshall, il y a un langage Marshall, il y a une façon de parler Marshall. Et quand on n'a pas chopé cette manière-là, forcément, si on commence à essayer de nuancer des phrases, essayer d'appuyer sur des mots, eh ben on surjoue, toujours. On s'est vraiment concentré sur le jeu, sur les regards, sur les silences, sur les non-dits, sur les choses comme ça. Et moi, Bruno, j'ai essayé de casser au maximum l'image qu'il avait du Bruno, PJ, machin, truc, voilà, de faire un mec plus sur la réserve. Et Catherine, ce qui m'a intéressé, c'est la froideur qu'elle dégage dans la vie et le personnage, parce que les flics de l'IGS sont quand même des frigos, hein, c'est des gens qui ne doivent laisser rien transparaître. Et je savais qu'avec son petit garçon, et à la fin avec Bruno, je connais sa douceur, sa délicatesse et son émotion et sa sensibilité pour avoir partagé sa vie pendant 22 ans. Et je savais qu'elle allait m'amener ce que je voulais derrière. Ce qui nous a servi beaucoup aussi, bon, mon regard, certes, voilà, de cinéaste, mais et surtout le regard de Christophe Gava qui était là, présent, conseiller technique. J'avais volontairement pris Christophe qui était là tout le temps, qui pleurait à certaines scènes, qui revoyait ce qui lui était arrivé. C'est qui cette fille pour vous? Vous l'aimez? Quand on est le chef d'un service aussi prestigieux que le vôtre et qu'on s'envoie en l'air avec une prostituée, on se dit pas que ça va finir fatalement par nous attirer des ennuis? Si on se le dit, mais on y va quand même. Pourquoi? Adrénaline. Manque d'amour, désir, je sais pas. Vous choisissez? Dans un interrogatoire, c'est l'humain avant les faits, quoi. Parce que la garde à vue, moi j'ai passé des gardes à vue de 48 heures, 72 heures, avec des voyous, et au-delà des clichés, il se passait d'abord une relation ou très violente. Ça veut dire que le mec, il déteste les flics, il est là, il casse tout, on le bastonne, truc, on le met au trou. Ou le mec, il balance tout. Mais ça, c'est des petits voyous de merde qui balancent, ils balanceraient leur père, leur mère, leur frère, leur sœur. Et après, il y a le voyou qui est là. Comme j'ai eu affaire à certains gros braqueurs, j'ai eu cette chance. Le mec est là, il a les pinces, il regarde, il dit, voilà, je vais rien te dire, tu le sais. Par contre, on va parler tous les deux. Et ça m'a marqué quand j'avais 25 ans, ouais. J'étais avec des mecs de 45 qui avaient déjà 20 ans de prison. Le mec savait qu'il y retournait, qu'il ne balancerait pas de toute façon. Et il se passait un rapport de père-fils, parce que j'étais jeune, moi j'étais tout petit. Et je me suis dit, voilà, ce rapport d'amitié qui peut s'installer entre un voyou et un flic, parce qu'ils sont bien traités, on les fait bouffer, on les fait picoler, ce qui n'était pas toléré, hein. Et on parlait de la vie, tout simplement. Et Olivier, l'idée de ça, il a travaillé, je trouve, sur des rapports d'ambivalence entre notre rapport de séduction à tous les deux, voire même d'un rapport assez... Dans les flashbacks entre Catalifo et moi, il y a une chose entre garçons qui est tout à fait, pas ambiguë, mais on joue au gros rugbymen et à être des gros bourrins, et en fait, c'est des garçons fragiles comme vous et moi. Enfin, et on voit bien qu'avec un coup dans le nez à 3 du mat, ils se confient l'un à l'autre. C'est vraiment des... Les femmes sont exclues si elles ne sont pas des femmes flics. C'est vraiment un milieu de mecs dans lequel les femmes qui s'inscrivent sont des femmes un peu mecs pour arriver à le faire, quoi. Vous êtes un homme de courage et de parole. Ça vous ressemble pas de vouloir faire couler l'équipage avec le bateau? Et pour avouer une faute, il faut l'avoir commise. Vous n'avez aucune preuve. J'ai l'enregistrement d'une conversation téléphonique que vous avez eue avec le commissaire Blin. Vous êtes sûr que c'est moi? Arrêtez de me prendre pour une conne. Vous avez été mis sur écoute depuis près d'1 an. Votre maison, votre bureau, votre téléphone de voiture, votre portable, tout. À écouter vos conversations et entendre celles de la plupart de vos fréquentations. Vous n'avez de flic que la carte qui vous sert de passe-droit. Ce qui m'intéressait, c'est de sortir un peu de la caricature des flics de l'IGS qui sont toujours présentés comme des gros cons. Alors Dieu sait s'il y en a, hein. Mais de temps en temps, on a quand même des gens qui font ça par vraie vocation. Le challenge, c'était d'en faire un être humain, quand même, malgré sa fonction qui est censée quand même
sanctionner ses propres collègues, c'est quand même un peu compliqué à gérer ça dans sa tête. Et donc la méthode, ça a été en fait de douter en permanence de ce que j'avais à dire et à faire. Elle se lève dès le matin, le film dure 4 jours, aux premières heures du premier jour, elle se lève avec le doute. Et l'idée diaboliquement bonne d'Olivier en mettant une femme dans ce rôle, et cette actrice-là en particulier, c'est que moi je vois qu'il a créé que c'est la part masculine de Catherine. Enfin, c'est comme si elle jouait un homme et moi une femme dans le rapport de séduction qu'on a. D'ailleurs, c'est toujours les hommes qui doutent et les femmes qui savent. Moi, c'est ce que je pense de l'humanité. Or, dans les rôles, c'est elle qui doute et moi qui sais. Bruno se posait des tas de questions. J'ai fait pas chier, joue. Je lui disais, écoute, joue ce qui est écrit, c'est brillant. Enfin, voilà, tu me connais. Et on a travaillé avec humour. Et moi, je ne savais pas où j'allais, quoi. Et je suis pas quelqu'un qui découpe avant. Moi, j'arrive tout le temps 3 heures avant sur le décor le matin, tout seul. J'ai besoin des meubles, des trucs, des sièges, et après, je change tout, parfois au dernier moment. Il y a une monteuse derrière ça que je trouve qui fait un travail. Mais... Enfin, moi, j'ai vu 4 montages successifs. Je trouve que c'est une femme qui s'appelle Raphaël Hurtin, qui fait un boulot. Après, Olivier est derrière, mais c'est vraiment elle qui a une patte qu'on retrouve dans tous les films qu'ils ont fait ensemble, où elle a une manière d'aller faire répondre des regards, des silences. Et ça, c'est très rare de voir ça aujourd'hui à la télévision, parce qu'on a besoin que ça parle, que ça bouge, voilà, d'expliquer beaucoup les choses. Là, il y a plein de choses qui ne s'expliquent pas et qui se comprennent juste parce qu'on ne dit rien. Donc c'est une chance énorme pour des acteurs d'avoir à jouer ça, parce qu'on peut utiliser notre instrument, nos regards, même notre respiration. Olivier est quelqu'un qui aime profondément le public. Et donc il n'a pas du tout ce réflexe de dire « c'est des cons, faut tout leur expliquer parce que c'est à la télé ». Je ne crois pas que vous vous rendiez bien compte de la gravité de la situation, commissaire. Il ne s'agit pas d'une simple histoire de cul entre un flic et une pute. Il s'agit d'une affaire de trafic de stupéfiants. De 20 kilos de cocaïne que vous êtes soupçonnés, vous et votre ami Janssen, d'avoir détourné aux fins de rétribuer certains de vos amis voyous, dont ce fameux Karim Beloufa. Par ailleurs recherché pour le braquage d'une bijouterie à Bruxelles. Et suspecté du meurtre de son complice, Mohamed Sahraoui, retrouvé mort de 2 balles dans la tête au fond d'un parking. Et j'ai eu la chance d'avoir les acteurs que j'ai eus. Et je pense aussi, parce qu'on parle de Catherine de Bruno, et je pense aussi à Pascal Elzo en directeur, et Patrick Catalifo, quand il part en prison dans le fourgon. Pour un mec normal, c'est quelque chose, mais pour un flic, c'est quand même le doigt dans le cul, le machin, la fouille, l'humiliation, les mecs qui attendent, flicard, bienvenue, tac, tac, les mecs toute la nuit, quoi. La première nuit, ils dorment pas, les mecs, déjà. Tous les mecs sont au barreau, et puis, alors, flic, ça va? Police, c'est bien, commissaire, à demain, dans la cour, on se voit demain, tac, tac, c'est que des menaces toute la nuit, quoi. Donc c'est horrible, quoi. Et je dis, voilà, Patrick, ça tourne, et on tourne, et puis t'y vas. Tu pars en prison, mon pote, voilà, la Rolex c'est fini, les gonzesses c'est fini, les restos c'est terminé, la Porsche, les trucs, les voyages. Et Patrick, il m'a sorti ce moment que je monte là où il est. Parce que moi, chaque fois, ça me met les larmes aux yeux, quoi. Dans ce pauvre paysage, il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni derrière. Il n'y avait jamais le printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village. L'espoir disparaît au fur et à mesure de l'histoire, mais je pense qu'au départ, ils ont tous les deux des convictions. Elle, d'honnêteté voilà, absolue, et lui d'être dans son bon droit également. Donc c'est... Moi, je trouve que c'est le film le plus solaire d'Olivier. Ouais, ça reste un film noir. Donc comme pour moi, le monde est triste, et il va l'être de plus en plus, je voulais pas qu'il y ait d'espoir, c'est tout. Parce qu'il n'y en a pas pour moi.